Bonjour à tous. Donc, vous êtes branchés pour ceux qui le sont déjà. Vous êtes 550 inscrits aujourd'hui et c'est formidable sur le webinaire de Bureaux locaux dont le thème est quel avenir du commerce de centre-ville. Donc, et je suis très heureuse de faire ce webinaire et plutôt d'accueillir deux grands experts terrain qui sont David Bramy et Hervé Coragnan qui vont se présenter dans quelques instants. Donc, voilà, merci beaucoup. Vous m'envoyez tous des messages pour m'indiquer que vous nous entendez bien. C'est formidable. Vous le savez, vous pouvez nous poser des questions et si possible, on vous y répond. Donc, le principe de ce webinaire, sachez-le, cela arrive que certains doivent et l'obligation de nous quitter. Vous pourrez le voir en replay et vous pourrez bien sûr le transférer. Donc, je vois que tout fonctionne bien, formidable. On essaie d'avoir en fait une durée qui est 45 à 50 minutes donc, pour ce webinaire. Donc, hop, alors, donc, je vais tout d'abord, hop, alors, hop, donc j'ai un petit sujet, voilà, donc, hop, donc je voulais remercier donc nos deux invités aujourd'hui, qui sont des grands experts terrain, à qui je vais demander de se présenter, qui vont passer 1h45 à 50 minutes aujourd'hui, pour qu'on discute sur l'avenir du commerce de centre-ville. Hervé, je vous laisse peut-être vous présenter. Hervé Coragnan, qui est donc le directeur adjoint du développement donc, de Franprix. Hervé, parlez-nous de Franprix et parlez-nous surtout de vous êtes un grand expert terrain depuis un grand nombre d'années. Merci, bonjour tout le monde. Donc, je me présente avant de présenter l'enseigne. Hervé Coragnan, ça fait maintenant 13 ans bientôt que je suis chez Franprix. J'étais avant dans une autre enseigne, Carrefour, pendant 10 ans. Et avant, j'étais chez Quick Midas. Donc, effectivement, ça fait bien 30-35 ans que je fais de l'immobilier commercial. Ça, c'est me concernant. Concernant l'enseigne Franprix, donc qui appartient au groupe Casino depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire depuis 13 ans. Le groupe Casino a racheté l'enseigne Franprix comme il a racheté l'enseigne Monoprix, Monop, etc. Le groupe Franprix existe depuis 60 ans et les Parisiens connaissent mieux que les autres. Essentiellement, c'est un commerce alimentaire de centre-ville. On a à peu près, je ne rentre pas dans les détails des chiffres, 900 magasins. 300 à peu près en intégré, 300 avec des masters franchisés, c'est-à-dire des gens où Casino détient une majorité. Et après, on a à peu près 300 franchisés. On est présent essentiellement Paris, Île-de-France, Rhône-Alpes, où on a une trentaine de magasins, PACA, où on a une quarantaine, et après, on a des magasins, ce que je vous disais tout à l'heure, on a un magasin à Rouen, on a un magasin à Reims, on avait des magasins à Lille. On est un petit peu présent quand même dans certaines petites villes. Le développement est important. Depuis que je suis là, j'ai dû ouvrir pas mal de magasins. C'est une moyenne de 50 par an. Et on a encore des objectifs cette année, l'année prochaine, de 60 magasins plus 50 magasins encore à venir. Voilà. Mille merci Hervé, on est très heureux que Hervé soit à nos côtés puisque l'activité de Franprix en centre-ville est particulièrement importante. David Bramy est avec nous. David est le cofondateur du réseau Point de Vente, donc spécialiste de l'immobilier commercial, en particulier dans le centre-ville. Donc David, on vous laisse vous présenter. Oui, avec plaisir. Je suis le cofondateur d'un groupe qui s'appelle Point de Vente. On est spécialisé en immobilier d'entreprise et particulièrement en immobilier de commerce de centre-ville. C'est un métier qui a énormément évolué depuis 6 ans. On a eu beaucoup de mouvements. C'est quelque chose qui a été beaucoup plus médiatisé qu'il y a quelques années. Et voilà, et je suis ravi de partager un moment avec vous. Donc, merci David, merci beaucoup. Donc Sophie Desmazières, je vous parle depuis tout à l'heure. Donc je suis la fondatrice de Bureaux locaux, plateforme spécialiste de
de l'immobilier professionnel et comme son nom ne l'indique pas, nous sommes un acteur majeur sur le commerce puisque Bureaux Locaux met en avant donc l'ensemble de l'offre immobilière donc pour les entreprises et les commerces, donc du bureau bien sûr, des entrepôts, du coworking, mais aussi du commerce à louer ou à vendre partout en France. Notre métier, c'est de donner à voir toute l'offre et de permettre à ceux qui cherchent du commerce, qui cherchent à louer, qui cherchent à vendre, qui cherchent à acheter, d'être mis en relation avec l'offre. Et l'offre, elle est en général commercialisée par des conseillers en immobilier comme David Bramy, comme le groupe Point de Vente, qui est un des acteurs majeurs. Alors justement, Bureaux Locaux, quelques chiffres. Donc, pour votre information, il y a 52 000 offres en ligne actuellement sur Bureaux Locaux. On a fait un record de visitorat en janvier, 420 000 visites d'utilisateurs qui sont venus sur la plateforme pour chercher du bureau, du commerce ou de l'entrepôt. Et nous avons donc 1200 clients annonceurs qui diffusent de l'offre. Et notre compétence à nous, Bureaux Locaux, on est une petite PME familiale, hein, c'est il y en a deux, en fait, tech et data. On a une dizaine de personnes qui travaillent sur le produit, le développement web, pour que nous ayons une expérience utilisateur la meilleure possible. Et puis, on a une autre dizaine de personnes qui travaillent en fait en permanence sur le comportement des utilisateurs qui cherchent donc de l'immobilier sur le web. Le web, aujourd'hui, vous savez pas peut-être que le premier usage du web, c'est la recherche immobilière, donc que ce soit de la recherche immobilière résidentielle, de vacances, Airbnb, Booking, ou alors de l'immobilier professionnel. Donc, Bureaux Locaux, je vous le disais, aujourd'hui, il y a 10 000 offres de commerce. Donc, et cette offre, elle a augmenté de manière très importante puisqu'elle a augmenté de 25% depuis un an. Et cette offre de commerce, elle se répartit bien sûr entre de la location avec du droit au bail, donc, ou parfois de la location pure, puisque c'est à peu près 2 tiers de l'offre, et puis de la vente. Donc en gros, un gros tiers de vente. Ça peut être des murs ou ça peut être des fonds. Donc, on a aujourd'hui une offre qui a beaucoup augmenté sur Bureaux Locaux et on est très présent et très mobilisé pour faire en sorte que tous ceux qui cherchent du commerce, donc surtout du centre-ville, soient avec Bureaux Locaux et un service le meilleur possible et qu'ils puissent voir toute l'offre qui existe. Donc, pour votre information, c'est 30% du trafic du site et à peu près un annonceur sur deux de Bureaux Locaux diffuse des offres de commerce. Mille merci d'avoir écouté ma petite présentation et je vous propose que nous passions au cœur du sujet. Et je réponds peut-être tout de suite à une question. Est-ce que l'offre de commerce a augmenté ? Oui, l'offre de commerce, elle a augmenté. Je vous le disais, ça a augmenté de 25% sur Bureaux Locaux. On est un très bon pouls, en fait, de ce qui se passe sur le marché. Alors, on voulait, avant que nos experts s'expriment et donnent leur avis, vous transmettre quelques données donc sur le commerce aujourd'hui, quelques données statistiques que nous avons pu constater sur le commerce de centre-ville. Peut-être petit point, et ensuite on parlera de ce qui est, il y a ce qui est conjoncturel et il y a ce qui est structurel. On va essayer d'aborder les deux pendant cette présentation. Donc, peut-être juste un petit point de cadrage. Aujourd'hui, nous allons vous parler de pieds d'immeubles, donc de beaux commerciaux, peut-être dans certains cas de pop-up store, mais c'est de cette catégorie de commerce que nous allons parler aujourd'hui, et non des retail parks et des centres commerciaux. Je voulais juste faire cette petite précision. Vous donner une première carte, puisque vous le savez, sur Bureaux Locaux, on a des baromètres et on essaie d'avoir des données qui font réfléchir. Et je voulais soumettre à nos experts une première réflexion et une première carte qui est en fait une analyse que nous venons de faire et qui montre, si vous voulez, les villes où les recherches de commerce ont le plus progressé en 2020. Donc, les recherches de commerce, qu'est-ce qu'on fait sur Bureaux Locaux ? Étant donné le volume de ce que nous avons, on est en mesure un peu on a des indicateurs que chacun ensuite est libre d'analyser comme il souhaite, qui nous montrent y a-t-il des quartiers, des villes qui surperforment ? Et là, je voulais vous mettre sous les yeux ce que nous avons vu au 1er janvier 2020, c'est qu'en Île-de-France,
vous avez en fait, nous avons pris Paris et l'Île-de-France, on a 3 villes qui surperforment, qui sont Clichy, Versailles et Vincennes. Alors, évidemment, il peut y avoir le biais de la recherche donc sur Internet, mais c'est particulièrement intéressant de voir qu'en Île-de-France, finalement, 3 villes finalement assez peu connues sont 3 villes où les recherches de commerce ont particulièrement augmenté donc en 2020, et c'est sûrement pas Paris Intramuros, et c'est sûrement pas des villes auxquelles on s'attendait. Alors, premier point, ça m'intéressait d'avoir un retour un peu d'expert. Donc, David, je ne sais pas ce que vous pensez de ces chiffres, de cette première premier rapport d'étonnement. C'est étonnant, en Île-de-France, ce sont des villes de première ou de deuxième couronne où les recherches de commerce progressent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Parce qu'en fait, il y a des mutations qui sont en train de se passer depuis quelque temps. L'être humain cherche toujours à combler des vides. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis mars dernier, on a eu des mouvements. Le premier mouvement a été l'arrêt total du tourisme en France, qui est quand même si on ne s'en rendait pas compte, extrêmement important, parce qu'on a toujours vécu avec les touristes. Mais du jour au lendemain, vous n'avez plus de touristes. Et la deuxième chose, vous avez 50% des personnes qui sont en télétravail. Donc, qui dit télétravail dit être à la maison. D'ailleurs, regardez les 3, là, on n'est pas au bureau. Et donc, qui dit télétravail dit être à la maison, et dit être à la maison dit consommer dans sa zone. Donc, je pense que Clichy, Versailles et Vincennes sont des villes où il y a des cadres. Les cadres sont ceux qui sont en télétravail. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi, ces villes-là sont des villes qui sont des villes remplies de personnes qui ont pouvoir, qui vont plus au travail. Voilà. Donc, pour moi, ces villes-là sont… Alors, après, celle-là, spécifiquement, je pense qu'on pourrait en discuter plus longuement, mais je pense que c'est logique qu'il y a un mouvement vers la banlieue. Voilà. Ouais. Et avant de passer la parole à Hervé, nous constatons, exactement le même mouvement sur le bureau, c'est-à-dire que vous avez des recherches de bureaux en deuxième couronne qui sont particulièrement actives, beaucoup plus qu'à Paris. Donc, mouvement du télétravail, ces fameux 2 jours par semaine qui risquent de s'imposer. On a eu le télétravail forcé, mais demain, il y aura probablement un rythme qui sera celui-là, explique probablement cela. Un avis, Hervé, sur ces villes recherchées en Île-de-France? Je sais que vous, sur Clichy, vous trouviez que ce n'était pas étonnant? Oui, en fait, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que Clichy, c'est l'Issy-les-Moulineaux ou le Levallois, pour les gens qui connaissent un peu la région parisienne, d'il y a 20 ans, quoi. Il y a beaucoup de nouveaux programmes immobiliers, c'est en train de se rénover, c'est en train de… Voilà, donc je comprends qu'il y ait de la demande. Et puis pour Versailles, Vincennes, c'est exactement ce que disait David. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de cadres qui habitent, des cadres dynamiques qui habitent dans ces 2 villes et qui sont restés chez eux et qui consomment sur place. Donc effectivement, je pense que les enseignes recherchent, moi je cherche personnellement pour Franprix, bon, sur toute l'Île-de-France bien entendu, mais aussi Clichy, Versailles, Vincennes, on recherche activement. Tout à fait. Donc, c'est tout à fait logique. Alors, si on passe maintenant sur les régions, vous voyez les villes qui sont affichées sont assez pareilles, étonnantes. Alors, moi, je peux vous faire le commentaire de Reims. Reims est une ville où les recherches de bureaux ont augmenté, en fait, ont été tout simplement multipliées par 3 depuis 1 an. Donc, et logiquement, il y a le commerce qui suit, c'est-à-dire que vous avez aussi des recherches de commerce excessivement importantes. Alors, je vois des réflexions dans le chat sur d'autres villes. Évidemment, nous, c'est une analyse qui n'est pas exhaustive. Nous vous avons indiqué ici, là, les villes où les tendances sont les plus fortes, et on répondra volontiers à chacun si vous le souhaitez, quand vous nous contactez sur leur situation particulière. Mais en région, vous voyez, Reims, c'est une ville qui est en pleine forme et où les recherches de commerce se développent de manière forte. Pourquoi? Parce qu'il y a un bassin d'emploi qui est important, parce qu'il y a effectivement aujourd'hui une ville où il y a une activité économique qui est en train de se constituer, et puis une proximité de Paris, hein, vous le savez, c'est 1 heure de Paris, donc c'est excessivement bien relié. Donc c'est une ville où il y a eu aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits par la collectivité pour que les investisseurs donc investissent Reims. C'est une grande campagne Invest in Reims, et ça a marché, et donc on le voit, le bureau est recherché, le commerce l'est aussi. Sur les villes du Sud, vous voyez que toutes celles aussi, le commerce progresse. Ce sont les villes du Sud.
Donc, alors là, il y a probablement un effet très conjoncturel parce que beaucoup se sont, entre guillemets, confinés au soleil. Et donc, le fait que ces villes du Sud aient donc des fortes progressions, c'est quelque chose que nous avons vu en 2020, plus que d'autres villes. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé, de ce mouvement, le fait que les villes du Sud, en fait, les recherches de commerce aient plus progressé que dans les autres villes? Ça vous surprend ou ça vous paraît logique? Non, ça me paraît logique. Vous avez exactement dit ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire que les gens sont mieux confinés dans le sud de la France que dans le nord. Donc c'est Toulouse, Montpellier, ça a toujours été des régions. Moi aussi, j'ai recherché, même pour Franprix, même le groupe Casino cherche à se développer énormément. Les gens qui prennent leur retraite aujourd'hui, qui vont plus dans le sud. Maintenant, le TGV, c'est pareil. Pour aller sur Aix, on y va quand même relativement rapidement. Je suis pas du tout étonné. Reims, Strasbourg, c'est pareil. C'est le TGV. Il y a que Mérignac où là, j'ai pas forcément d'explication parce que bon, je sais que c'est une ville en pleine croissance. C'est pas loin de Bordeaux, c'est pas loin du bassin d'Arcachon, mais c'est la seule ville voilà, sur laquelle j'ai pas forcément d'explication, mais voilà. Le reste, ça vous. Ouais, David, un avis ou Non, pas plus d'avis que j'ai dit tout à l'heure. C'est juste qu'il y a des mutations et les gens ont plus envie de vivre depuis un an. Ils se sont rendus compte qu'on était peut-être un peu trop des bœufs à travailler métro boulot dodo. Et je pense qu'il y en a qui ont besoin aussi de prendre un peu de soleil et d'aller vivre en fait. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir. Je pense que dans quelques années, on aura des statistiques de mouvement de la population française vers le sud de la France, quoi. Voilà. Ouais, probablement. En tout cas, 2020, les tendances ont été fortes. Et puis, un intervenant indique dans le chat qu'effectivement, Mérignac est la deuxième commune la plus peuplée de Gironde et la croissance démographique est très forte. Ceci expliquant probablement cela. Donc, alors là, oui, j'aurais bien rajouté l'accès au tramway et un aéroport. Absolument. Oui, l'aéroport. Ouais, l'aéroport, effectivement, très important. Alors, bravo, justement, merci Bertrand de ce commentaire. Donc, résilience du commerce de centre-ville. Donc, quels sont, à votre avis, et là, David, si je commence par vous, à votre sentiment, est-ce qu'il y a des quartiers, donc, de votre expérience terrain, des quartiers qui vont être plus résilients que d'autres? Et si oui, lesquels? Avec quels critères? On est très intéressé par votre retour terrain. Alors, je vais parler de Paris, mais en fait, en parlant de Paris, on peut faire évoluer ce discours sur l'ensemble de la France. En fait, il y a trois typologies d'emplacement dans le commerce de centre-ville. Vous avez le premier type d'emplacement qui est le prime, donc ce qu'on appelle le Core Plus, l'avenue de l'Opéra, toutes ces rues Vaux-de-Fonbourgeois et avenue des Champs-Élysées. Vous avez le numéro 1 bis, donc qui sont les rues adjacentes, ou les rues en tout cas moins qualitatives, et vous avez le numéro 2. Le numéro 2, c'est vraiment ce qu'on appelle les commerces. D'ailleurs, il y a plein de commerces il y a plus de commerces de numéro 2 que numéro 1, même de 1 bis. On a tous notre épicier du coin, on a tous notre coiffeur du coin, et pourtant, ce n'est pas des emplacements numéro 1. Voilà. Alors, pour vous résumer, pour revenir sur le premier sujet que j'avais dit tout à l'heure, c'est que, bien évidemment, aujourd'hui, vous avez une situation qu'il n'y a plus de touristes. Et il y a 50%, voire plus, de personnes qui ne vont plus au bureau. Donc, tous les emplacements prime, toutes les rues prime qu'on avait dans Paris, et je pense que ça doit être pareil dans les autres grandes villes de France, le chiffre d'affaires n'est plus là, en fait. Donc, vous aviez des loyers qui sont très importants, et le chiffre d'affaires derrière ne suit pas. Et je pense que Hervé me rejoindra peut-être là-dessus par la suite avec les Franprix. Il aura peut-être une vision plus qualitative que moi sur ces sujets-là. Mais donc, quels sont les quartiers les plus résilients? Les quartiers les plus résilients, c'est les quartiers où, en fait, il y a eu où on n'a pas besoin de vivre, on n'a pas besoin du touriste pour travailler, et on a besoin du quartier. Et donc, dans le mot des quartiers, en fait, c'est la vie de quartier. Et de plus en plus, ceux qui tiennent, c'est ceux qui sont des commerces de quartier. Alors, c'est assez drôle parce que c'est ceux qu'on n'a jamais regardés depuis tant d'années. Et pourtant, c'est eux qui, aujourd'hui, survivent, vivent et font vivre l'économie du commerce. Et d'ailleurs, on le voit, nous, parce qu'on fait de l'asset, on a de la gestion, c'est eux qui nous payent, en fait. Tous les autres, tout ça, ça va être conjoncturel quand même. Qu'est-ce que vous pensez que s'il y a des choses qui vont rester? C'est une bonne question. Alors moi, j'essaye de ne pas trop donner mon avis sur l'avenir parce que après, on va me dire « Ah, tu te rappelles, il avait dit ça ». Alors, mais pour donner un avis sur cette situation conjoncturelle, je pense que le stigmate
du Covid, le stigmate de cette situation restera dans les mentalités des Français. Je pense que en fait, vous savez, une crise, Sophie, ça fait que accélérer des mutations. Donc la mutation de considérer que les loyers étaient peut-être un peu trop chers dans du prime, la mutation de considérer qu'on en a marre de la mondialisation, la mutation de considérer qu'on veut arrêter de jeter des objets. Vous savez comment ça s'appelle là, quand Apple ils ont été condamnés là-dessus sur j'ai oublié le mot sur l'obsolescence programmée. Toutes ces mutations font que le commerce va changer avec ces mutations. Vous voyez l'expérience, par exemple, on parle souvent ça de l'expérience en commerce. Je parlais de ça avec Hervé la dernière fois. Je disais, je pense que dans 3, 4, 5 ans, on pourrait rentrer dans son commerce, dans un franc prix. En fait, le franc prix s'adaptera au client. Vous voyez, par exemple, ça. C'est-à-dire que tu rentreras, tu t'appelles David Brami, franc prix te fera un chemin pour pouvoir aller directement sur les produits qui t'intéressent parce que tu t'appelles David Brami. Eh bien, tout ça, c'est des mutations. La crise accélère ces mutations. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est effectivement quelque chose que nous voyons. Hervé, vous avez le sentiment qu'il y a des quartiers que le Covid là, rebat la donne. Est-ce que ça va être durable, que durablement des questions qui arrivent dans le chat sur le télétravail durable. Oui, on est tous tombés dans le télétravail peut-être 2 jours par semaine à l'avenir. Va-t-il y avoir un système de vases communicants qui durablement va rester en place, c'est-à-dire que puisque 2 jours par semaine, je suis dans mon quartier, je vais faire les courses localement. C'est quelque chose qu'on voit chez Franprix, c'est quelque chose qu'on anticipe aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est… Oui, tout à fait. Ce que disait David, ce que vous dites aussi. Les quartiers, en fait, il y a 3 typologies pour nous aussi chez Franprix. Il y a typologie les quartiers populaires. Il y a les quartiers, je parle de l'Île-de-France en général, les quartiers d'affaires et puis les quartiers où il y a des affaires et du tourisme. Et donc c'est là où le commerce alimentaire a beaucoup souffert. C'est-à-dire que dans les quartiers populaires, les gens qui n'ont pas forcément non plus des résidences secondaires sont restés chez eux. Je parle du 19e arrondissement, du 18e, etc. Après, le quartier, tout ce qui est 16e arrondissement, 8e arrondissement, où il y avait du touriste et du bureau, on a perdu énormément de chiffre d'affaires qui ont été rattrapés par les quartiers populaires et en banlieue aussi. Je pense à Vanves, à Issy-Moulineaux, des choses comme ça où les gens résident sur place. Et pour conclure, je dirais juste que ça va effectivement, on n'était pas trop d'accord la dernière fois quand on a parlé, mais je pense que ça va pas revenir comme c'était auparavant. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore une partie de la population qui va rester en télétravail, voilà, et qui n'ira qu'une journée ou 2. Les entreprises, on s'est aperçu que ça fonctionnait bien, d'être chez soi et que ça change rien d'avoir des bureaux. Ceux-là, ils vont rester chez eux. Quitte à aller une fois. Moi, j'y vais, par exemple, une fois par semaine. Bon, c'est sûr que j'ai un métier où je dois être plus souvent sur le terrain que dans un bureau. Mais je vois qu'au bureau, chez nous, il y a des gens qui ne retournent pas. Mais toi, t'aimes bien rester à côté du chauffage, Hervé, c'est pour ça. Pardon ? Oui, exactement. Alors juste sur effectivement revenir ou pas au bureau, nous, chez Bureaux Locaux, on a une conviction, c'est que, et puis on a aussi des chiffres et toutes les études qui sont sorties qui disent que quand même 80% aujourd'hui de ceux qui n'ont pas pu rentrer au bureau crèvent d'envie de retourner au bureau, puisqu'une entreprise, c'est pas que des gens qui travaillent tout seuls dans leur coin. On a absolument besoin des synergies et de l'ambiance collective pour travailler puis pour avancer. Donc je pense que ça dépend des métiers, mais il y a un espèce de consensus qui est en train de se dégager sur quelques jours de télétravail, mais de manière générale, quand même un retour au bureau massif dès que nous pourrons l'avoir. Donc, sur les grands axes touristiques, alors, si je prends les Champs-Élysées, on sait que la baisse du trafic a été de 70% à peu près, donc c'est considérable. Mais vous pensez que les axes touristiques, de manière générale, il va y avoir du long terme, de manière long terme, un impact ou on n'est que sur du conjoncturel ? David ? Ah, pardon. Parce qu'en fait, excusez-moi, j'étais en train de lire, désolé, mais j'étais en train de lire ce qu'a écrit Stéphanie Sokolov. Je juste un petit aparté, je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Faire revivre les commerces de centre-ville
Pardon, je fais juste un tout petit aparté, mais en fait, parce qu'on parle beaucoup de Paris et en tant que Parisien, on est toujours un peu hautain vis-à-vis de la province. Et je pense très sincèrement qu'il y a eu 10, 15 ans, 20 ans de développement de périphérie par les grandes villes qui a appauvri le centre-ville. Et j'aime beaucoup cette idée de Stéphanie. Il faut absolument qu'on recrée le centre-ville. D'ailleurs, on s'en rend compte, et je fais cet aparté avec toi, Hervé, où vous avez pendant des années développé des grandes, enfin, le monde du supermarché a développé le plus grand centre commercial, le plus grand supermarché en extérieur de périphérie, et de plus en plus, on revient au city, blablabla. Voilà, je voulais juste dire à Stéphanie, je partage son avis. Absolument. Et donc, justement, là, si je reprends encore une question qui a été posée, qui me semble intéressante, là, le poids Franprix de la livraison à domicile et du click and collect, est-ce que pendant cette crise, vous avez bien maintenu les flux dans les unités Franprix, ou la livraison de domicile et click and collect se sont considérablement développés? Ah oui, considérablement développé. Alors j'ai pas exactement le poids, mais effectivement, on a une application qui s'appelle Bibi chez nous. On a la carte de fidélité. On voit effectivement que la livraison à domicile. Alors on parle maintenant d'écologie aussi, hein, donc livraison à domicile avec des, on va en parler 30 secondes, avec des véhicules électriques. On a un magasin, nous, tous les 300-400 mètres dans Paris et en Île-de-France. Donc, vous pouvez cliquer, vous pouvez descendre en bas de chez vous et puis remonter avec votre sac sans faire la queue nulle part. Mais ça se développe énormément et je pense que ça reviendra pas en arrière. Je pense que nous, on s'adapte à ça, à faire avancer et évoluer. Et ce que disait David tout à l'heure, qu'on fidélise de plus en plus et qu'on reconnaisse le client, en fait. C'est ça qui est important. Voilà. Absolument. Alors, il y a beaucoup de questions, donc j'aimerais bien que vous nous donniez votre avis sur justement, si on prend une vue un peu plus générale sur le commerce de centre-ville, quelles catégories de commerce vont bien s'en sortir? Alors, vous savez, il y a certains types de commerce comme le bricolage, comme les jardineries qui ont fait des très belles performances en 2020. Est-ce que c'était conjoncturel? C'est possible pour une part, mais est-ce que globalement, vous voyez des catégories de commerce, David, qui vont aujourd'hui profiter de la crise, et donc vous voyez qu'elles sont en plein développement, et si oui, lesquelles? Alors, oui, c'est toujours l'histoire de tout à l'heure, hein. L'humain a peur du vide, donc on trouve toujours en fait un moyen et une base communicante pour combler le vide. La première chose, c'est que je donne un exemple. On n'a jamais autant installé de dark kitchen. Alors, dark kitchen, j'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Une dark kitchen, ça vient des États-Unis. C'est un restaurant fermé qui n'est pas accessible au public, avec juste de la livraison par les plateformes Deliveroo, Uber Eats, tout ça. On n'en a jamais installé autant. C'est incroyable le mouvement qu'on a des dark kitchen. On n'a jamais aussi installé autant de Auchan Drive, pardon Hervé, mais toutes les grandes enseignes qui font du drive, du piéton, Leclerc, je crois que ça s'appelle Leclerc piéton, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc en fait, aujourd'hui, on va vers la proximité de plus en plus. D'ailleurs, on revient toujours à cette histoire de proximité. Ce mouvement de proximité, ce mouvement de dark kitchen a démarré déjà il y a 2-3 ans. C'est juste qu'en fait, toujours pareil, la mutation s'accélère avec la crise. Et la troisième catégorie, alors là, ça n'a rien à voir, mais c'est des catégories qui sont liées, par exemple, vous voyez, avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, on a une légalisation et un mouvement de légalisation du cannabiol. Cannabiol, c'est le cannabis thérapeutique, avec 0,2% ou je ne sais pas, 0,02% de THC. Et donc, l'Europe qui avait interdit le cannabiol et le CBD pendant, il y a 2 ans, la France avait interdit le cannabiol en France. L'Europe vient de casser l'accord de cassation et le cannabiol est autorisé à être commercialisé en France. Et donc là, depuis 1 mois et demi, on n'arrête pas d'ouvrir des boutiques de cannabiol. Voilà, donc c'est des tendances qui sont des accélérations. Et après, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de celles qui ne vont pas bien.
Oui, oui, peut-être. Et puis, il y a des questions qui sont dans le chat Pardon, sur vas-y, non, n'hésite pas non, un petit peu. Moi, ouais, pas de souci. Sur les métiers et les services qui disparaissent, par exemple, effectivement, il y a quand même moins de guichets de banques, d'assurances, etc. Qu'est-ce qui va se passer à la place dans ces locaux? Une banque qui avait un super, qui décide de fermer un certain nombre de ces guichets, qu'est-ce qui se c'est très simple c'est par possible. rapport aux banques. Comment? C'est très simple par rapport aux banques. Et c'est très simple par rapport à tout ce que je viens d'expliquer tout à l'heure avec l'histoire de Hervé. On va aller vers une expérience client. C'est-à-dire que la boutique en elle-même, aujourd'hui, si c'est juste venir acheter ton pain, si c'est juste venir acheter ton t-shirt blanc, si c'est juste venir acheter un costume ou si c'est juste venir faire un retrait à ta banque, la banque n'aura plus de raison d'être. La boutique, le commerce n'aura plus de raison d'être. Pourquoi? Acheter du pain, tu pourras te le faire livrer. Retirer de l'argent, tu en auras peut-être presque plus besoin et tu auras des guichets un peu partout. Le but, c'est d'avoir une expérience client. Donc, les banques sont en train de faire, d'ailleurs, pour tous ceux qui se posent les questions de savoir pourquoi il y a autant de banques qui ferment, les banques sont en train de se dire, on arrête les banques de 60, 80 mètres carrés et on va ouvrir des méga banques. Un peu comme aux États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez aux États-Unis, à New York ou autre, vous avez des énormes pharmacies, vous avez des énormes banques et en fait, tu viendras vivre une expérience client dans ta banque. Faire les étapes de faire des virements ou de venir chercher un chéquier, tu pourras l'avoir directement sur une application. Donc aujourd'hui, oui. Et David, du coup, si c'est effectivement, on le voit, il y a pas mal de banques qui ferment, qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? Est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'on peut penser qu'on va avoir une année 2021 avec encore beaucoup de vacances, ou est-ce que ces locaux, ils trouvent tout de suite preneur? C'est une vraie question pour tout le monde de dire nous, on s'en rend compte. Alors, pour être très sincère, hein, c'est un peu, je ne veux pas être irrespectueux quand je dis ça, mais nous, on a fait une année record. On n'a jamais autant bossé. Voilà, je te le dis. Pourquoi? Parce que depuis le début, depuis qu'on a créé notre boîte, on a eu une logique assez simple en se disant, on va aller travailler ce que personne ne veut bosser. C'est-à-dire, à la différence de certains de mes confrères, tout le monde s'est toujours focalisé sur ce qui est qualitatif. C'est-à-dire, c'est sûr que faire une transaction sur l'échange et d'installer Five Guys, c'est 100 fois plus qualitatif que d'installer Monsieur Bouffetas ou d'installer le petit opticien dans une rue à Argenteuil. Bon. Donc, nous, on s'est focalisé sur l'emplacement que personne ne voulait bosser. Et donc, on a été tout seul pendant des années. Aujourd'hui, cet emplacement que personne ne veut bosser, tout le monde veut ouvrir, tout le monde veut s'installer. Pourquoi? Parce qu'on a des loyers très abordables. Donc, oui, les commerces prime vont prendre un sérieux coup dans la tronche. Non, les commerces périphériques, les commerces moins bien placés vont prendre moins sur la tronche. Et troisièmement, je reste persuadé que les banques qui vont fermer vont être reprises par des salles de sport, vont être reprises par des labos de santé, vont être reprises par des expériences clients. Nous, on est en train d'installer beaucoup d'expériences clients avec du karaoké, des salles d'escalade. En fait, il y a énormément d'entertainment qui est en train de s'installer. Donc le bel emplacement trouvera preneur. Mais c'est pas possible, mais bien sûr. Alors, petite question qui fâche, parce que c'est une question que tout le monde pose, c'est l'avenir du prêt-à-porter. C'est-à-dire les boutiques de vêtements. C'est quoi, à votre avis? Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, Hervé et David? Qu'est-ce que vous en pensez de ces boutiques qui sont quand même mises à mal? Vous voyez comment les choses? Alors, il y a eu beaucoup de mouvements. Je pense que tout le monde est au courant là de ce qui s'est passé avec Gap, etc. Les sociétés qui ont été rachetées les unes par les autres. Il va y avoir maintenant des arbitrages. Le souci avec les enseignes de prêt-à-porter de marque, je veux pas, enfin de marque, pas de marque de luxe, mais d'enseignes nationales. Le problème, c'est que dans les emplacements où ils sont, les loyers sont très élevés. Donc, moi, par exemple, les banques dont parlait David, enfin, de vous parliez tout à l'heure, qui font 150 mètres carrés minimum, moi, je suis preneur. Franprix, il est preneur de ce genre de locaux. Donc, et nous, on n'a pas besoin d'être dans un emplacement numéro 1. On n'a pas besoin d'être sur la Champs-Élysées. D'ailleurs, on n'y est pas. Par contre, on est rue Marbeuf, on est place de l'Alma. Voilà. S'il y a des banques à reprendre, et il y en a quelques-unes d'ailleurs, mais elles sont un peu petites. Moi, ça m'intéresse. Et concernant le prêt-à-porter,
Je vous dis, aujourd'hui, on va parler après des valeurs locatives, mais les loyers des magasins moyens de gamme ou haut de gamme sont encore trop élevés pour être remplacés par de l'alimentaire. D'accord, c'est votre avis. Et David, quel avis sur le prêt-à-porter? Est-ce que comment vous voyez les choses? Je préfère pas donner mon avis. D'accord. Non, mais ça va pas plaire. Ça va pas plaire. Voilà. Ok, merci. C'est une mutation d'il y a 10 ans, en fait. Oui, c'est des. Non, mais on sait que les crises accélèrent les mutations. C'était il y a 10 ans, quoi. Donc déjà, il y a 10 ans, ça allait pas bien. Et il y a 5 ans, ça allait encore moins bien. Et de toute façon, le prêt-à-porter, il se renouvellera, j'en suis certain, mais toujours avec une expérience client. Donc, l'expérience, bien sûr, le commerce physique complémentaire, forcément, tu viendras, en ligne. Tu auras, je sais pas comment, mais tu vois, tu auras toujours l'histoire d'expérience. Tu rentreras et tu diras, waouh, je suis allé là-bas. Je ne sais pas si tu vois, mais il y a beaucoup de restos, spectacles qui se sont lancés depuis quelques années où tu allais, tu mangeais, il y avait un mec qui jouait de la guitare, un mec qui chantait, un mec. Pareil, les gens viennent. En fait, on regarde presque même plus ce qu'on a dans le plat. On vient vivre une expérience. Le spectacle, absolument. Donc, alors, peut-être sur les valeurs locatives, donc en préparant cette conférence, David faisait le constat qu'il y avait une moyenne de 20% de baisse. Est-ce que c'est un chiffre que je peux annoncer? Est-ce que globalement, oui, il y a une baisse des valeurs locatives. Je viens de le faire. Donc du coup, encore une fois, ça dépend où, mais c'est quoi votre expérience terrain? Bien sûr, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, il y a ce qui est affiché puis ce qui se passe derrière. Comment vous voyez l'évolution des valeurs locatives, Hervé? Comment ça se passe, les deals que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que vous arrivez à négocier si on essaie d'arriver à parler cash pour ceux qui nous écoutent? Ah oui, moi je suis toujours été cash, donc il n'y a pas de problème. Il y a eu une course, je parle pour les concurrents de Franprix, il y a eu une course effrénée dans l'alimentaire. Comme disait David tout à l'heure, on est en retour à la proximité. En fait, moi j'ai quitté Carrefour il y a 13 ans. Les grands hypermarchés, les 16 000 m², les 24 000 m², etc. Les gens désertaient un petit peu ce type de grand centre commercial. Donc la proximité, ça fait 15 ans. 13 ans, on va dire que ça commence à évoluer. Les loyers, il y avait une course à la part de marché entre les différents groupes alimentaires. On a atteint des loyers. Moi, je me souviens avoir négocié des loyers, mais je préfère même pas en parler devant tout le monde, c'est indécent. Et aujourd'hui, on est revenu à quelque chose de normal. Alors pas partout, mais même nous, même l'alimentaire qui est un secteur quand même qui a été préservé. On arrive à négocier les loyers, effectivement. Donc, si David avait annoncé un chiffre, aujourd'hui, alors, il y a les investisseurs institutionnels et puis il y a les particuliers. Il y a les gens, par exemple, qui attendent les loyers c'est leur retraite. Donc, avec ces gens-là, c'est assez difficile de négocier. Les investisseurs institutionnels, c'est aussi difficile de négocier. Maintenant, les investisseurs privés, mais qui ont plusieurs biens, on arrive effectivement à descendre le loyer de 20% minimum. Ouais. Les gens comprennent qu'il vaut mieux signer avec une bonne enseigne, pérenniser, on va dire, leur locataire, l'aider un petit peu, et puis quitte à baisser le loyer. Et ça arrive assez souvent. David, même avis là sur où tu préfères pas commenter. Juste réfléchir, en fait, c'était pas moi qui avais parlé des 20%, c'est pour ça que je me suis dit c'est bizarre que moi je donne une stat. C'était Hervé qui avait dit quand je négocie 20%, parce que pour moi je donne une stat comme ça, c'est rare. Après, je partage l'avis d'Hervé, en tout cas, s'il y a des bailleurs qui sont en ligne et qui écoutent, je partage l'avis d'Hervé que il est bien évident que si on baisse de 20%, je propose à personne de faire, chacun fait ce qu'il veut, mais si on baisse de 20% la valeur locative actuelle de ces locaux, on permet aux preneurs et aux locataires de gagner un peu d'argent. Voilà, c'est tout. Voilà ce que je dis, moi, en tout cas. Mais parce qu'il y a quand même des emplacements où les loyers se tiennent. Oui. Tant mieux. Il y a une question qui revient là sur le chat qui concerne les enseignes nationales où une remarque est faite là, que les enseignes nationales
dans les grandes villes de province, elles quittent les centres-villes et elles se concentrent dans les galeries leaders de la ville en périphérie. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes convaincu, que le centre-ville ne pourra fonctionner? Il n'y aura plus d'enseignes nationales dans les petits centres-villes. Vous pensez que ça va être le cas, qu'il n'y aura que des indépendants? Tu parles à qui, à Hervé ou moi? Moi, je vais vous donner mon avis. Aujourd'hui, enseigne nationale, c'est une chose. Nous, on va dire, une enseigne nationale. Maintenant, on se développe qu'avec des franchisés. Se développer en intégré, effectivement, et payer des gros loyers. Je vois qu'on parle de Westfield, effectivement, une e-bike qui ne baisse pas les loyers pour le moment. Et le baisseront peut-être pas, certainement pas. Nous, on a vraiment des indépendants qui développent notre enseigne, et je pense que toutes les enseignes, même dans le prêt-à-porter, ils vont se tourner aujourd'hui vers la franchise. Le monde intégré est difficile à gérer, et les franchisés, je voyais qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'il y a un indépendant qui a pris un local d'une enseigne nationale. Alors je sais pas où c'est, mais c'est vrai aujourd'hui, comme disait David, la mutation est en train de se faire, et on est en train de trouver des entrepreneurs en fait qui n'étaient peut-être plus présents et qui se lancent aujourd'hui à reprendre des emplacements. Et tu sais, oui, David. C'est que je crois beaucoup à l'affiliation ou à la franchise. Je crois, alors avec tout le respect que je te dois, Hervé, je crois de moins en moins à la succursale. Oui, non, je suis d'accord. Parce qu'en fait, j'ai un ami à moi qui a, je crois, 150 commerces de prêt-à-porter. Et en fait, c'est assez simple. Il me dit, mes affiliés, mes franchisés, on marche plutôt bien. Et mes sucres, ça se passe mal. Moi, j'ai l'explication. C'est qu'aujourd'hui, en fait, un affilié, il va ouvrir sa boutique lui-même. Il se lève le matin, il va acheter son stock. C'est quelqu'un de physique. Et quand ça marche, attention, Sophie, tu as tes notifications. Quand il va ouvrir le matin, il ouvre pour gagner de l'argent. Un salarié, il y va, ça marche pas, ça marche pas. Il est payé à la fin du mois, il n'y a pas d'incentive. Et on le voit en fait. Tu le vois tout de suite, une boutique avec un franchisé ou un affilié, et une boutique avec un indépendant ou une boutique en succursale. Franchement, et je crois de plus en plus qu'on devra faire de l'intrapreneur, enfin ça fait longtemps que j'en parle moi, mais de l'intrapreneur au lieu de l'entrepreneur. Voilà. Ouais, c'est effectivement une vision que certains partagent. Alors, c'est bien pour ça que Leclerc fonctionne dans tous les hyper, alors que les autres enseignes baissent. Oui. C'est tout. C'est des indépendants. Alors justement, maintenant, je voudrais qu'on parle de ce qui réellement va être structurel. Qu'est-ce qui va, à votre sentiment, rester après cette crise sans précédent? Premier sujet, est-ce que le télétravail rebat vraiment les cartes durablement? Est-ce que vous pensez, vous, qui êtes sur le terrain, que les quartiers d'affaires qui ne sont que des quartiers d'affaires, il va y avoir un problème avec le commerce? Quel est votre avis là-dessus, Hervé? Vous disiez que ça souffrait pas mal, mais vous pensez qu'on va revenir à une situation normale ou alors vous pensez qu'il va y avoir des séquelles? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, on va revenir certainement à la normale, mais quand? Ça, c'est la grande question. Et il y aura forcément, je veux dire, on va pas reprendre à 100%. Les gens vont pas retourner, pour moi, je perds personnellement à 100%. Alors que après, les analyses des psychologues, etc., c'est vrai que qu'on a besoin de se socialiser, de travailler avec ses collaborateurs, etc. Et puis après, il y a plein de choses à voir. Ceux qui sont confinés, qui ont de la chance d'avoir un terrain ou une maison un petit peu plus loin de Paris, par rapport aux Parisiens qui est dans 20 ou 30 mètres carrés, qui sont lui, sa femme, les 3 gosses, etc. Lui va certainement retourner au travail. Maintenant, celui qui a pris l'habitude de travailler dans sa maison de campagne, viendra pas forcément tous les jours sur Paris. Mais moi, je pense que quand même, je vais rester optimiste, à 80-90%, on va retrouver les chiffres d'avant Covid. Je vous dis, nous, on a des magasins autour de la Défense qui ont perdu vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Et quand je dis perdu, c'est 80-90% de chiffre d'affaires en moins. Voilà. Donc maintenant, ça ne peut que revenir normalement à la normale. Mais est-ce que ça va reprendre les 100% d'habitude? Non. D'après moi, ça va reprendre les 90% que ça a perdu. Voilà. David, un avis là-dessus ou non, je
Donc, excuse-moi une seconde. Par rapport à Lidl, parce que j'ai vu que plusieurs personnes parlent de Lidl. Lidl, on ne peut pas le comparer on peut pas le comparer à des Franprix ou des choses. Lidl, ils sont beaucoup sur le prix. Donc, on vient chercher du prix chez Lidl, avec tout le respect que je dois à Lidl, mais on vient chercher du prix chez Lidl. Donc, le service qui va derrière, il est bien, mais ce n'est pas que ça qu'on vient chercher. Enfin, je ne sais pas si tu partages mon avis, Hervé. Oui, c'est pas. Et puis c'est pas les mêmes formats. Aujourd'hui, Lidl a dit, ils ont des formats. Alors, je vais me contredire. Ils essayent de faire sur des formats plus petits, mais il faut vraiment qu'ils fassent du volume par rapport au. Mais tu vois, quand tu vas chez Primark, tu t'en fous que le service soit. Tu vois, Ouais, exactement. Tu t'en fous que le service soit pas exceptionnel, puisque de toute façon, tu viens chercher du prix. Donc, tu t'attends pas du service. C'est ça. Voilà. Mais on peut. Allez, alors vas-y, on continue. Pardon. Merci beaucoup. Alors, justement, donc on en a déjà pas mal parlé. Est-ce que ce retour à la vie de quartier que nous voyons aujourd'hui, vous croyez que ça va être durable? Plus de points de vente, mais plus petits. C'était un point qu'on évoquait en préparant ce webinaire. Vous y croyez à ça que va y avoir des mini points de vente qui vont se développer en complément peut-être des mastodontes dont parlait David? C'est quoi ton avis là-dessus, David? Je reste persuadé que, tu vois, je reviens à ce que je disais, nous on fait de l'asset, on a à peu près 300 lots, beaucoup nous payent tous ceux qui sont en dessous de 36 000, 40 000 euros de loyer. Dès qu'on dépasse dès qu'on est sur des gros loyers, les gens ont du mal à payer. Donc, bien évidemment, le concept du plus petit fonctionnera, mais je n'y crois pas. Je pense qu'on va arriver dans une logique de prendre des grands emplacements, de plus en plus, moins d'emplacements, mais de plus en plus d'emplacements pour pouvoir avoir la place de pouvoir faire l'expérience client. Un avis là-dessus, Hervé, sur les petits formats qui se développent, puisqu'on a pas mal de questions effectivement sur les villes de province qui nous arrivent dans le chat. Est-ce que c'est une… vous voyez, vous, chez Franprix, une dynamique des villes moyennes, donc dans le commerce, mythe ou réalité? Vous en pensez quoi? Oui, en fait, nous, alors tout dépend du concept, mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle chez Franprix, on a des tableaux. On fait du jus de pomme, par exemple, on fait du jus d'orange, on fait du poulet frit. Donc, on a besoin d'un minimum de surface. En dessous de 200 mètres carrés de surface de vente, on peut pas s'exprimer, on peut pas exprimer le concept. Et si les gens viennent chez nous, à Paris ou en Ile-de-France, c'est pour retrouver ce concept. Maintenant, dans le groupe, on a d'autres enseignes. On a Vival, on a Spar, on a Petit Casino. Et effectivement, moi, je parlais du développement Franprix parce que je suis chez Franprix et les objectifs, mais ils ont aussi des objectifs de redynamisation de centre-ville dans des petits formats parce que les petits casinos, et des Spar et des Vival, ça peut commencer à 80 mètres carrés. Mais ils n'ont pas la même offre. Voilà. Donc, mais effectivement, ça se développe aussi beaucoup en province et dans les villes moyennes. Bien entendu. Alors, il y a une question qui vient aussi beaucoup, c'est les dynamiques en fait de centre-ville, en particulier avec la collectivité. Est-ce que vous croyez en fait à la redynamisation en particulier quand la collectivité s'y colle? Comment ça se passe concrètement sur le terrain, Hervé? Vous travaillez main dans la main avec les collectivités? Est-ce que oui, en fait, ouais. Oui, en fait, il y a de plus en plus de communes qui prennent des managers de centre-ville. Alors là, je parle encore de l'Île-de-France, je suis désolé, mais il y en a partout, puisqu'on fait la même chose sur Lyon, on se développe aussi sur Lyon et sa banlieue, on se développe en région PACA. Il y a des gens, maintenant des spécialistes qui viennent du commerce ou qui ont fait des études et qui dynamisent le centre-ville. Il y a aussi maintenant les droits de préemption. Avec les mairies, ils ont des droits de préemption concernant non seulement les murs, mais les fonds de commerce aussi. Ils peuvent, s'ils veulent, préempter. Alors, je ne vais pas rentrer dans le juridique, mais il faut ça a été voté au conseil municipal. Mais aujourd'hui, oui, et franchement, ce que j'ai connu, je ne vais pas faire le vieux sage. Moi, j'ai connu des villes il y a très longtemps désertées qui aujourd'hui se redynamisent. Les commerces varient. C'est sûr que, comme disait David tout à l'heure, banque, assurance, ça fait pas forcément vivre un commerce de centre-ville, mais de toute façon, on n'a même plus besoin d'y aller. Par contre, un boucher, un boulanger, tous les métiers de bouche, ça, je suis désolé, mais ça continue de se développer. On n'a plus de bouchers en France. Nous, chez Franprix, on cherche des bouchers et on n'est pas les seuls et on n'en trouve pas.
Des ouvriers qualifiés dans la boucherie, on n'en trouve pas. Des boulangers, c'est pareil. Vous savez, c'est le produit qu'on vend le plus chez Franprix aujourd'hui, c'est la baguette. Ah oui. Voilà. Remplacer le boulanger. Oui. Donc, non, il y a des commerces, vraiment commerce de bouche. Après, c'est sûr que, comme dit David, il y aura une mutation. C'est-à-dire que pour moi, les indépendants qui vont ouvrir des magasins de vêtements dans les centres-villes, ça va fonctionner. Les gens, il y en a beaucoup qui en ont marre d'aller dans les hypermarchés, dans les grandes galeries marchandes. Donc, ces gens-là, toute la proximité, pour moi, va se développer, va continuer à se développer. Alors, il y a un gros sujet qui est souvent mis en avant, c'est la réduction des places de stationnement. Donc, la réduction des places de stationnement, comme vous le savez, à Paris, par exemple, on a annoncé la division par 2. C'est une remarque, et merci Edouard, que nous avons dans le chat. Bon, quel va être l'impact sur le commerce de centre-ville? Parce qu'on sait qu'il y a des centres-villes qui ont été totalement asphyxiés parce qu'on ne pouvait plus se garer. Comment vous voyez comment la chose là-dessus, cet impact de la réduction des places de stationnement dans les centres-villes? Pour nous, Franprix, ça n'a pas d'impact dans l'alimentaire, puisque je vous dis, il y a un Franprix tous les 200-300 mètres. Maintenant, en banlieue, on essaye aussi. On travaille avec les gens qui habitent au-dessus. On a des gens qui viennent chez nous 3 fois par jour. Oui, tout à fait. Et David, un avis là-dessus sur la réduction des places? Oui, même si je m'en plains souvent de la logique de piétonisation de Paris et de cyclisation de Paris, par exemple. Après, je ne connais pas assez les autres villes parce que j'ai vu quelqu'un s'est plaint parce qu'on ne parle pas assez de la province. Pour être sincère, je pense que c'est des mouvements qui doivent être français. En fait, cette mutation qu'est en train de faire Anne Hidalgo, c'est une mutation qui est en train d'être dans le monde entier. Times Square, aujourd'hui, il n'y a plus de voie voiture. Enfin, j'y étais là il y a un an. Il y a une voie maintenant dans tout Times Square et c'est une voie taxi. Donc, je ne pense pas que ce soit un mouvement qui soit lié que à Paris, que à la France. C'est un mouvement. Donc, on va s'adapter encore une fois. On va s'adapter. Il y a des nouveaux commerces qui vont se créer. Ça se trouve, Franprix, dans pas longtemps, tu pourras venir réparer ton vélo. Donc, c'est des mutations, tu vois. Enfin, je reste persuadé qu'il faut s'adapter, en fait. On n'a pas le choix, il faut s'adapter. Nous, maintenant, on a par exemple, excusez-moi, je termine là-dessus, mais nous aussi, on travaille avec Decathlon, par exemple, chez Franprix, et on a des linéaires, on a quelques gondoles de produits Decathlon dans les Franprix. On a aussi des produits Emma, donc pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà, on a des rayons, on a des partenariats. Là, on cherche le bricolage. Parce que voilà, les gens qui sont chez eux, qui ont besoin d'un marteau ou de vis ou je sais pas quoi, chez nous, il n'y en a pas spécialement. Il y en a un peu chez Emma. Emma nous aide là-dessus sur le petit outillage. Mais ouais, effectivement, il y a de la mutation. Je vous dis, Decathlon l'a testé dans une 30aine de magasins et on continue et on espère que le partenariat va perdurer. On a un peu le changement en fait. Ouais. Tu vois, ce que dit Dalila, la piétonisation de Grenoble a été difficile, mais aujourd'hui, les Grenoblois se sont appris le centre-ville. En fait, on n'aime pas le changement. L'être humain n'aime pas le changement. Donc, en fait, on n'aime pas le changement sur l'instant T, et après on se dit oh là là, comment on faisait avant. Mais dans quelques années, quand on est avec nos enfants dans des rues piétonnes comme à Grenoble, que je ne connais pas, Dalila, et que tu viens avec des enfants et que tu puisses marcher et que tu n'aies pas de pollution et que tu as envie de te balader parce que tu auras une redynamisation du centre-ville, on sera très content. Et on dira bravo, il fallait le faire. C'est certain. Et le commerce s'adaptera. Alors justement, pour terminer, on voulait un petit peu parler des modèles inspirants. Donc, qu'est-ce qui, en 2030, dans peut-être une dizaine d'années, qu'est-ce que vous imaginez? Est-ce qu'il y a des modèles inspirants aujourd'hui qu'on a envie de citer? Alors, quand on préparait cette conférence, on parlait par exemple de tous ceux qui viennent du digital, ces marques nées sur le digital, comme par exemple Cézanne, Octobre pour les hommes, ces marques qui sont en fait nées sur le web et qui maintenant prennent des boutiques. Ça, on pense que ça va se développer. Et puis, David, tu nous parlais de co-airing. J'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est de commerce. Alors, pour te répondre, par exemple, sur Octobre et Cézanne, pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique ce que c'est. C'est une marque qui s'est lancée sur Instagram, qui a vendu des habits plutôt qualitatifs, et il a cartonné. Bon. Pourquoi, déjà, la question, elle est très intéressante. Pourquoi ouvrir une boutique quand tu cartonnes sur le web? C'est drôle comme question. Puisqu'on est tous en train de dire le web est en train de tuer le commerce. Alors, pourquoi ceux qui sont dans le web ouvrent des commerces? Pourquoi Made, je ne sais pas si vous connaissez Made, qui est un site de meubles, pourquoi Made a ouvert le Etienne Marcel?
La réponse, elle est simple. La réponse, elle est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas apporter quelque chose que le commerce est le seul à pouvoir apporter, c'est l'expérience client. Vous voyez? Et je pense... Attends, c'était quoi la deuxième enseigne? Parce que j'ai oublié. La question, c'était, on a parlé ensuite, on a parlé de co-airing. Si tu, alors, voilà, le si tu peux co-airing, expliquer. c'est moi qui ai inventé ce mot. Si vous entendez ce mot d'ici quelques temps dans la presse, vous saurez que c'était moi qui avais lancé ce mot. À chaque fois, on se demande qui est-ce qui a lancé ce mot. En fait, je reste persuadé que dans les années à venir, tu auras une uberisation du salon de coiffure. Et en fait, tu iras un peu comme du coworking, mais tu iras te couper les cheveux. D'ailleurs, j'en ai peut-être besoin. Tu iras te couper les cheveux dans un endroit de 200, 300 mètres carrés où il y aura une expérience client. Et en fait, ton coiffeur que tu aimes bien ira louer sa chaise. Voilà. C'est assez amusant comme idée. Alors, pour terminer, on voulait discuter et avoir une vision sur le choix du bon emplacement demain. Comment je vais choisir un bon emplacement aujourd'hui. Et je voulais vous commenter, nous, ce que nous faisons sur Bureau Locaux. Sur Bureau Locaux, vous avez un module qui nous permet en fait de mettre en relation en fait ceux qui cherchent en fait un commerce et les professionnels qui en ont commercialisé récemment. Donc, on a un petit modèle qui s'appelle un petit modèle de préestimation qui nous permet en fait de faire le matching. Vous cherchez du commerce à Montreuil, on va vous mettre en relation avec celui qui a récemment commercialisé du commerce parce que il sera le plus adapté pour vous conseiller et on a le sentiment que aujourd'hui donc acheter ou louer un commerce, il faut être drôlement professionnel et avoir beaucoup de data pour choisir le bon emplacement. Alors David, justement, aujourd'hui avec la data, comment on fait pour choisir le bon emplacement? Qu'est-ce qui est à notre service et comment le conseil immobilier va donner un coup de main? En fait, avant, on y allait au doigt mouillé. Hein, je parle pour Hervé, tu me dis si mais avant, on disait, l'appartement, il est bien, on restait une journée devant, on se disait, bon, il est bien celui-là. Aujourd'hui, dans les années à venir, on ne pourra plus faire ça. Pas qu'on ne pourra plus faire ça parce qu'on n'y croit pas et parce que le doigt mouillé ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, on a des statistiques qui nous permettent d'avoir des informations qui sont d'une précision importante et dans les années à venir vont être encore plus importantes. C'est-à-dire que dans les années à venir, tu pourras même avoir un flux, parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait devant avec un compteur et on disait il y a eu 30 personnes de plus de 50 ans, tu te rappelles Hervé, dans quelques années, il n'y aura personne devant, il y aura juste un logiciel qui te dira, voilà, devant cette boutique, tu as 30 personnes de plus de 50 ans qui sont mariées, qui ont 2 enfants, qui ont un pouvoir d'achat de ta. Et en fait, tu auras tellement d'infos que tu ne pourras plus ne pas prendre. Ta décision deviendra limite informatique. Vous voyez ? Donc, l'agent immobilier devra se renouveler, l'agent immobilier devra apporter énormément d'informations pour pouvoir aider la prise de décision. Oui, effectivement, les flux piétons, tout ça avec l'intelligence artificielle, en particulier le mobile, on peut beaucoup aider et ce genre de data existe aujourd'hui. Et ce que dit Laurent Lagosny, l'IA versus l'homme, je ne suis pas d'accord, Laurent. L'IA ne sera pas contre l'homme. L'IA sera, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, l'IA aidera l'homme à ne plus faire des tâches qui sont inutiles et permettra à l'homme de gagner du temps et de prendre plus de temps pour lui parce que les tâches qui font perdre du temps et qui n'ont pas de valeur ajoutée seront faites par l'IA. Voilà. Absolument. Donc, je voulais en fait vous dire et vous remercier, Hervé et David, pour l'ensemble de ces témoignages particulièrement intéressants. Vous indiquer que, comme vous le savez sûrement, Bureau Locaux fait des webinaires très régulièrement et que justement sur l'agent 2.0, il y aura une conférence immobilier d'entreprise, donc plus bureau et entrepôt et innovation technologique le 31 mars dans le cadre des PropTech Days. Que si vous souhaitez nous joindre les uns les autres, parce qu'il y avait encore beaucoup de questions, vous n'hésitez pas à le faire. Ceux qui n'ont pas encore toutes leurs offres sur Bureau Locaux peuvent nous contacter, en particulier Priscilla, qui s'occupe du secteur du commerce. Et puis, David et Hervé, sur LinkedIn, sont à votre disposition. Je tiens
absolument à vous remercier, Hervé et David, pour ce témoignage excessivement intéressant. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce bon moment avec nous. Donc, à bientôt. Merci à vous, on vous remercie. Merci beaucoup, à bientôt.